Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Vous l'avez compris, on vous l'a teasé un petit peu sur nos différents réseaux, mais on a décidé de vous présenter une nouvelle série de podcasts. Après donc vous avoir présenté les différentes previews des 4 grandes conférences, nous avons décidé de vous faire un thème un peu particulier. On s'est dit que ça pourrait être intéressant pour un peu aider les gens à découvrir le college football et également de pouvoir parler un peu d'équipes qui ne sont pas trop évoquées. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de vous mettre en place nouvelle série de podcasts. Et pour m'accompagner, avant de pouvoir rentrer en détail, c'est toujours mon équipe de choc. Avec le premier, c'est mon ami Rosu. Salut Rosu, comment tu vas? Salut à tous, ça va super. Content de participer un peu à l'amélioration de la culture générale sur le college football. On va évoquer des programmes euh, un peu moins connus, mais je pense que c'est intéressant de voir sous forme régionale ce qui se passe en termes de college football. Exactement. On sait que ça a une place très importante aux États-Unis. Et là, vous allez pouvoir voir un peu comment ça se passe dans les différents États et surtout les États qui sont en plus limitrophes. Et donc, le second, c'est mon ami Bertrand. Salut Bertrand, comment tu vas? Salut, ça va très bien aussi, et aussi ravi de pouvoir un petit peu rentrer plus en profondeur dans cette culture de l'universitaire américaine et du college football qui me tient particulièrement à cœur. Exactement. Et la transition est toute faite. Donc, du coup, pour vous présenter les 2 premiers États que nous avons décidé de mettre en avant. Donc, ça va être l'État du Texas et l'État de l'Oklahoma. Donc, c'est deux États qui sont limitrophes où le college football a une place très, très importante. Et donc, pour vous présenter ces 2 différents États, je vais vous expliquer un peu le sommaire qu'on a voulu mettre en place pour pouvoir mettre en avant du coup ces 2 États. Donc, comme vous l'avez compris, on va commencer par vous parler en introduction un peu de l'État en général et de la place qu'a le football américain dans cet État. Par la suite, du coup, on vous présentera donc les différents programmes. Alors, on a pris les différents programmes qui sont en première division, évidemment. Et, comme justement, on pourra vous parler un peu de programmes qui sont un peu moins mis en lumière que par rapport aux autres qu'on a pu vous présenter lors des previews de conférences. Et ensuite, pour terminer, on essaiera de vous présenter différentes rivalités, alors que ce soit des rivalités inter ou intra-États. Donc ça veut dire des rivalités justement entre ces 2 États qui sont limitrophes, donc le Texas et l'Oklahoma, ou des rivalités qui sont entre 2 équipes du même État, donc au Texas et en Oklahoma. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer directement à rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer par l'État du Texas, ce qui va être intéressant donc à chaque fois pour vous présenter. Donc on a une petite phrase d'accroche, on va dire, qui peut être intéressante au niveau du Texas. Donc ce qui est dit, c'est qu'au Texas, on ne joue pas au football, on vit le football. Voilà, donc comme ça met directement les points sur les i. On voit l'importance qu'a le college football. Dans cet État, c'est comme une religion pour eux. À savoir que le Texas, c'est l'un des plus gros viviers de talent du pays, avec évidemment 2 très gros autres États qui sont la Californie, la Floride, qu'on verra par la suite. C'est vraiment un mode de vie. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, les stades au niveau high school, donc c'est quand même des stades qui font plus de 20 000 places. Il y a des émissions locales qui sont là régulièrement, qui font des talk shows au niveau des matchs. Les matchs comme ils appellent ça, le Friday night sont sacrés. Comme Rosu me l'a rappelé juste avant, justement, il y a la petite série Friday Night Light que vous connaissez peut-être, qui justement tourne à Dillon, donc dans l'État du Texas. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu, n'hésitez pas à la regarder, c'est une très très bonne série qui présente bien justement le football américain au niveau universitaire et au niveau lycéen, je ne me souviens plus. Rosu, c'est lycée ou université? C'est lycée, hein. Donc au Lycée, ouais. niveau Ouais, voilà, c'est lycée. lycéen, donc comment ça vous montre bien. Et la place qu'a vraiment le niveau culturel de ça au Texas. À savoir, du coup, donc vous l'avez compris, c'est que la culture du football, donc c'est ancré de génération en génération. Donc dès le plus jeune âge, on est vraiment tout de suite lié à cette identité de la ville ou du quartier ou de l'université ou du lycée qui représente donc son état, sa région. Euh,
À savoir il y a plus de 13 équipes qui sont inscrites en première division NCAA, donc pour la saison dernière. Donc c'est un record national, c'est là où il y a le plus d'équipes. Et à savoir que 4 parmi ces 13 équipes qui sont inscrites, ils font partie des plus grosses conférences qu'on a pu vous présenter, donc SEC, la Big 12 et ACC. Donc on vous a du coup discuté auparavant. Et petite info, mais ça qu'on vous le redira également par la suite, c'est qu'il y a quand même 2 stades, on vous les présentera, mais il y a 2 stades universitaires qui dépassent les 100 000 places. Certains stades NFL ne font même pas 100 000 places, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Et au niveau de tout ce qui est... Ouais, quasiment aucun. Et il me semble même que le plus grand, c'est celui des Cowboys, donc également au Texas. Pour vous montrer. Alors, je sais pas trop que le Sophie Stadium, comme il est nouveau, qu'il y a quelques années, il faudrait vérifier, mais je pense que c'était lui le plus grand et il me semble qu'il ne fait pas les 100 000 places. Il faudra vérifier, on vous le dira, on dira par la suite. Et pour compléter ça, les infrastructures, évidemment, c'est des infrastructures qui sont au niveau NFL. C'est les futures stars de la Grande Ligue. Donc, aucune comparaison avec ce qu'il peut avoir en Europe ou dans les autres coins du monde. Il y a une fanbase qui est incroyable autour de ces universités. Pour celles et ceux qui ont eu la chance de pouvoir jouer au jeu College Football qui est ressorti justement l'année dernière, on peut voir vraiment cet engouement, cette atmosphère au niveau de cette fanbase qui est vraiment incroyable et une identité visuelle forte. Et c'est ça justement qui fait l'importance du College Football aux États-Unis. Et évidemment, pour réussir à attirer autant, il faut des universités historiques et des grandes rivalités. Certaines rivalités donc on vous présentera par la suite. Une nouvelle rivalité que mon ami Bertrand vous présentera, qui va rebattre de l'aile, qui s'était interrompue pendant plus de 10 ans du fait que ces 2 équipes n'étaient plus dans la même conférence, mais depuis 2024, ils vont se retrouver ensemble. Donc il y aura des équipes qui vont se retrouver et ensuite, évidemment, de nombreuses stars du football qui viennent du Texas. Il y a des dizaines de joueurs NFL qui viennent du Texas chaque année. Pour en citer quelques-uns, parce qu'on va vous le citer plus précisément au niveau des universités, mais des noms très connus comme Patrick Mahomes, Von Miller, Myles Garrett, Vince Young, pour les plus anciens qui connaissent le quarterback, et de nombreux autres joueurs qu'on vous présentera par la suite. Et donc, comme je vous ai un peu dit, au niveau du lycée également, il y a aussi au Texas des lycées légendaires comme Allen HS et Katie qui produisent donc chaque année des dizaines de prospects, donc 4 et 5 étoiles. Comme vous le savez peut-être ou non, les prospects au niveau lycée sont annotés des étoiles pour les meilleurs prospects. Donc les 5 étoiles, c'est les meilleurs joueurs du pays. Et donc 5, 4, 3, 2, ainsi de suite. Et donc les plus grandes universités essayent d'attirer les meilleurs joueurs du pays. Et donc le Texas est un des États qui fournissent le plus de joueurs, donc 5, 4 étoiles, donc les meilleurs joueurs du pays. Voilà, donc là, j'essaie de vous présenter un peu en général au niveau de cet État du Texas. Et là, maintenant, je vais laisser la parole donc, à mon ami Bertrand, donc, on va vous présenter, donc ils vous présenteront à tour de rôle les différents programmes qui sont présents donc, au Texas. Juste pour référence, du coup, le stade des Cowboys, il fait 80 000 places assises. Ah oui. Alors, et c'est bien le plus grand, du coup je ne sais pas, mais en tout cas... on va vérifier, mais... Le plus gros en NFL est 80 000, juste pour avoir une petite référence pour les chiffres qui vont arriver. Vous vous rendez compte. C'est ça. Et bien donc on commence alors pour la plus grosse université, la meilleure de toutes. Exactement. L'élite, les Texas Longhorns. Donc voilà, une université, un programme de foot qui a été créé en 1893. C'est quand même pas rien. Qui réside du coup dans la ville d'Austin, qui fait un petit peu moins d'1 million d'habitants. Le stade qui s'appelle le Darrell K. Royal Texas Memorial Stadium. Darrell K. Royal, qui est un ancien coach de la fac à ses heures de gloire. Et donc, on parlait de la capacité de places assises pour les Longhorns. On est un tout petit peu plus de 100 000 places, voilà, qui est remplie quasiment à toc, quasiment à chaque match. Bon, on est sur une équipe voilà, qui est là depuis très très longtemps, qui fait partie des piliers du college football.
C'est le 5e plus grand stade de la NCAA. Un palmarès qui peut faire rougir pas mal d'autres, mais qui reste un peu ancien à mon goût. Mais voilà, 4 titres nationaux. Le premier en 1963, ensuite en 69, en 1970 et le dernier en date en 2005. Et 32 titres de conférences. Alors, ils sont passés par plusieurs conférences. Un début, c'était la Southwest Conference jusque dans les années 90, milieu des années 90. Et puis ensuite, la Big 12 jusqu'en 2023. Et depuis l'année dernière, donc 2024, en SEC. Donc, la plus grosse des conférences. En tout cas, c'est ce que tout le monde se plaît à se dire. Voilà pour les Texas Longhorns. Voilà une fac qui me tient à cœur, où j'ai pu aller l'année dernière et j'en garde un souvenir impérissable. Justement, là, comme on a la chance de t'avoir et de parler des Longhorns, que tu as pu avoir l'opportunité d'aller là-bas au stade, est-ce que tu pourrais nous donner rapidement un peu ton ressenti au niveau d'une journée type, justement, pour le match, de l'ambiance, de tout ce qui peut se passer un peu à côté et des choses à vivre? Alors, comme je pense dans la plupart des grosses facs ou des gros stades de NFL, hein, on a des tailgates qui commencent très très tôt. Donc, en fait, tous les fans arrivent 4, 5, 6, 7, 8 heures avant le match parfois, pour faire des barbecues, pour regarder les autres matchs qui commencent plus tôt. Donc vraiment d'aller autour du stade, il y a une ambiance de fête foraine, hein, clairement. Et d'ailleurs à Austin, il y a d'ailleurs une rue où il y a quelques manèges à sensation qui sont mis devant le stade pour les enfants la plupart du temps. Et puis il y a des animations comme ça tout au long de la journée. Le marching band, hein, donc l'orchestre qui passe et qui défile plusieurs fois dans la journée. La mascotte Bivo qui passe aussi dans le Bivo Boulevard qui porte son nom. Donc on se met autour, on peut regarder. Et puis 2-3 heures avant le match, les joueurs déjà adverses qui arrivent, donc qui se font copieusement huer par la foule qui se rassemble. Et puis après l'annonce des joueurs du Texas qui passent pareil tout le long du boulevard, tout le long du stade. Donc on peut les voir de très près. Moi j'ai eu la chance du coup de passer à quelques centimètres des joueurs qui sont d'ailleurs somme toute assez impressionnants pour des universitaires, sachant qu'ils ont entre 18 et 22 ans et qu'ils font à peu près 2 fois mon poids et 2 fois ma taille. Enfin, c'est franchement impressionnant, clairement, surtout les hommes de ligne en tout cas. Et pourtant, je fais 1m85, donc voilà, la masse même. J'imaginais les bébés. Ouais. Voilà, même pour la peine, j'ai vu Arch Manning, hein, parce que la hype va commencer et commence déjà sérieusement, qui est quasiment aussi grand que moi alors qu'il est quarterback et qui fait. Qui est plein de muscles, voilà, qui est impressionnant en tout cas. Donc c'est vraiment hyper convivial. On accepte, tout le monde est accepté. La preuve, moi j'ai pu y participer à plusieurs tailgates. On a été invité sur plusieurs tailgates et c'est vrai que c'est hyper convivial. Les gens nous parlent, on s'offre des bières. On mange. D'ailleurs, on arrive au stade parfois un peu trop chargé et en nourriture et en alcool pour certains, parce qu'ils commencent vraiment très très tôt. Hein. Des fois, ça commence dès 8 heures le matin pour un match à 14-15 heures ou parfois même à 18 heures. Ça peut être un peu long. C'est un marathon. Mais l'ambiance est vraiment hyper sympathique. On peut faire des petits matchs de flag football. Enfin, vraiment, c'est franchement sympathique. Oui, c'est vraiment. Par contre, il n'y a plus rien après le match. Hein. Après le match, il faut aller dans des bistrots un peu plus loin dans la ville, mais autour du stade, voilà, ça s'arrête. Mais vraiment, c'est ce côté où, avant le match est vraiment très, très sympathique. Puis il y a des écrans géants partout pour suivre les matchs de NCAA toute la journée, quoi. Ok, merci. Ouais, puis, ils ont aussi leur gros truck partout. Il y a des prises électriques normales dans leur truck, donc c'est pas rare de voir des mecs avec des grosses télés au télé pour transmettre les autres matchs. Je sais pas trop comment ils font pour avoir tous les matchs, mais c'est assez impressionnant de voir des grosses télés derrière des. Ils avaient une application sur YouTube où, moi quasiment, il y avait 8 écrans sur le tailgate où je suis allé. Il y avait 8 écrans et on suivait 8 matchs en même temps. Voilà, donc c'était comme dans les films, hein, vraiment, on a l'impression que c'est que dans les films, mais non, c'était vraiment comme dans les films. Il y a des groupes électrogènes, même un peu plus loin parfois, quand les trucks suffisent plus. Et puis voilà, ils avaient même une chambre froide installée en dur un peu plus loin, parce qu'à force, ils sont toujours au même endroit, donc il y a une chambre froide où on peut aller se servir régulièrement à boire, et puis les barbecues qui sont les touch barbecue, quoi. Les barbecues texans en plus, hein, qui sont connus et reconnus. Donc vraiment, on est dans la culture américaine avec des barbecues qui font
4-5 fois le nôtre à peu près. Et puis ils cuisent à manger pour 100 personnes sur toute la journée. Et il y a des barbecues. Enfin voilà, c'est quasiment à 2 km à la ronde autour du stade, quoi. La ville s'arrête le samedi pour le match de football américain. Donc c'est vraiment comme on peut l'apercevoir dans les films, et c'est pas juste vraiment scénarisé de ce qu'on peut voir dans les séries, ce genre de choses. C'est vraiment ce qui se passe en vrai. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Et toi, Rosu, dans tous les cas, on aura l'occasion peut-être de reparler un peu plus en détail de ces expériences quand on fera du coup l'état qui te concerne. Mais là, est-ce que du coup tu pourrais nous présenter un peu cette deuxième programme au Texas? Tout à fait. Alors, on a choisi en deuxième de présenter Texas A&M, les Aggies. C'est une fac qui a été créée, un programme qui a été créé en 1894, donc assez vieux aussi, et ils jouent à Caulfield, à College Station. College Station, c'est une ville qui est pratiquement à la frontière mexicaine, qui fait 130 000 personnes, et donc le stade, à lui tout seul, fait 103 000 personnes. Donc c'est un stade qui a été agrandi récemment, un peu au moment du phénomène Johnny Manziel. Comme tous les revenus n'allaient pas aux joueurs à ce moment-là, on a profité pour refaire le stade. C'est un programme qui était lui aussi en Southwest Conference jusqu'en 95. Ensuite, il a fait partie de la Big 12, qui était historiquement un peu la conférence Midwest, on va dire. Et eux, ils ont rejoint la SEC depuis 2012, donc ça fait déjà pas mal de temps. Ils sont déjà bien implantés en SEC. C'était donc justement au moment de Johnny Manziel. Et c'est le 4e plus grand stade de toute la NCAA, très 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 bruyant. Et donc leur slogan un petit peu, c'est Home of the 12th Man, donc la maison du 12e homme, qui ont cette réputation de faire un stade vraiment intimidant pour les équipes qui viennent jouer là-bas. Un seul titre national en 1939, donc ça ne rajeunit pas. Ils courent après depuis quelques temps, qui sont pas mal placés, donc pour y prétendre néanmoins. 18 titres de conférence au total, donc c'est pareil sur toutes les années. Bon, c'est quand même intéressant. Et oui, beaucoup de joueurs évidemment qui sont sortis de Texas A&M. Donc j'ai parlé de Johnny Manziel, mais dans les stars NFL qu'on connaît en ce moment, Von Miller par exemple, Myles Garrett des Cleveland Browns et Mike Evans aux Tampa Bay Buccaneers. C'est des joueurs qui seront probablement Hall of Famer, hein, ceux-là. Mais voilà, tous les ans, il y a beaucoup de joueurs draftés de Texas A&M. Voilà. Programme très sympa. Mais effectivement, le phénomène Johnny Manziel, c'est un peu ce qui m'avait, moi, accroché au college football. Donc, j'en parle avec un brin de nostalgie. Ça remonte du coup. Bah, 2012, dans cette année-là. Ouais, ça va faire 13 ans maintenant. Ça ne rajeunit pas. Johnny Manziel qui a fait une carrière NFL dégueulasse. Voire inexistante, mais au collège, c'était quelque chose de fou quand tu es arrivé. Oui, à regarder, il était quand même assez... Pourtant, c'est une grosse rivalité des Longhorns, mais effectivement, à regarder, il était quand même très, très impressionnant. Et d'ailleurs, il a eu une mini-série ou un épisode assez long sur Netflix, qui est aussi hyper intéressant pour comprendre un peu le personnage et sa mentalité de quelqu'un qui préférait faire la fête plutôt que de travailler son football. Donc on se dit quand même que c'est un immense gâchis, parce qu'avec un peu de travail et de discipline, ça aurait pu être un sacré joueur. Ou alors après, c'est peut-être grâce au fait qu'il était comme ça que ça a été un sacré joueur aussi. Ça, c'est la légende nous le dira. Il était extrêmement doué. Je crois qu'il a été Iceman en tant que freshman, ce qui n'était jamais arrivé, je crois. Il me semble. C'est important pour lui. Exactement. Et donc, pour continuer au niveau des programmes, donc pour l'instant, vous l'avez compris, on commence des programmes un peu plus connus, et on vous parlera de la suite pour venir. Le troisième programme, du coup, pour toi, Bertrand? Eh bien, donc, on attaque avec Texas Tech, donc les Red Raiders, un programme, du coup, qui a été créé en 1925, donc assez vieux aussi. Les Red Raiders, du coup, qui jouent à Lubbock, une ville de 270 000 habitants, un tout petit peu plus, qui se trouve dans le
le nord-ouest du Texas, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, le nord-ouest du Texas, dans un climat un peu rude, hein, un peu au milieu de nulle part, un peu ravitaillé par les corbeaux, au milieu c'est presque le début, on n'est pas loin du désert, du Nouveau-Mexique, dans un coin un peu un no man's land, voilà, pas forcément hyper accueillant. Un stade d'une capacité de 60 000 places, un tout petit peu de 60 000 places. Quand même aussi un programme avec une belle... un beau palmarès, 11 titres de conférence. Alors, ils sont jamais allés jusqu'à avoir des titres nationaux, mais quand même 11 titres de conférence. Bon, pareil, ils ont évolué aussi pas mal. Au début, dans les années 30, 1930, ils étaient dans la Border Conference. Ils sont passés ensuite, comme Texas les Longhorns et Texas A&M, dans la Southwest Conference. Et ils sont depuis 1996 dans la Big 12. Et puis, il y en a deux noms, Michael Crabtree, qui est un receveur, qui, je crois plus qu'il soit encore en activité. Je dis peut-être. Je ne pense pas. Non. Et puis, bien évidemment, l'illustre, parce qu'on ne peut que le nommer comme ça, Patrick Mahomes, multiple vainqueur de Super Bowl et encore dans la quintessence de son art, qui fait de la magie parfois avec ses lancers et qui fait le bonheur des Kansas City Chiefs depuis quelques années maintenant. Exactement. Et donc, du coup, Patrick Mahomes, qui fait partie des joueurs qui mettent un peu en lumière comme ça des universités qui sont un peu moins connues grâce à son passage dans cette université. Pour enchaîner, du coup, on va aller sur TCU. Et donc, je vais vous présenter ce programme. Donc, TCU, c'est un programme qui a été créé en 1896. Donc, encore une fois, c'est un programme qui n'est pas tout jeune. Il est dans la ville de Fort Worth. Donc, pour ceux qui le veulent savoir, le Fort Worth est dans le nord du Texas, à côté de Dallas. Il semble que c'est la banlieue. C'est la grande banlieue de Dallas. Oui. Voilà, exactement. Donc, ils sont quand même un peu plus d'1 million d'habitants. Le stade, du coup, c'est le Amon J. Carter Stadium. Donc, lui, le stade, il fait actuellement 47 000 places. Au niveau des conférences, ils ont pas mal bougé. Ils ont commencé, comme beaucoup, en Southwest Conference à leur création jusque dans les années 95. Après, ils ont quand même pas mal bougé de conférences pour arriver du coup en Big 12 à partir de 2012. Donc maintenant, ça va faire un petit moment qu'ils sont en Big 12 et qu'ils sont bien ancrés. Donc ça fait plus de 13 ans encore. C'est un stade qui a été rénové récemment, donc du coup qui est dans un très bon état et qui a un très bon taux de remplissage. Il est souvent plein, étant donné que c'est quand même une université qui est un peu mythique, qui existe depuis une paire d'années et qui n'a pas non plus une énorme capacité comme peut avoir les Longhorns ou Texas A&M. Ils ont tout de même 2 titres nationaux. Donc, évidemment, c'est il y a un petit moment parce que c'était en 1935 et 1938. Ils ont tout de même 18 titres de conférence. Donc, ça montre que c'est quand même une université qui a été dans le haut du tableau et qui était présente au niveau de ce college football. Et donc, pour vous parler de certains joueurs marquants, je pense que le plus connu, c'est Tomlinson, le running back qui était aux Chargers, et Sammy Baugh, également, qui est un peu moins connu que lui. Mais donc ça reste quand même une université qui est présente dans le haut du Texas. Voilà. Et ils ont été aussi en demi-finale ou en finale il y a quelques années de college football. Il me semble que c'était en 2022. Oui, 2022-2023, je crois. Non, 2023, la finale, c'était le 9 janvier 2023, où ils ont pris une rouste par Georgia en finale 65-7. Voilà. Ça arrive à tout le monde, malheureusement. Voilà. C'est Georgia. Mais ils avaient battu Michigan sur un score fleuve aussi de 51-45 de mémoire le 31 décembre 2022. Donc, voilà. Ils se déclassaient numéro 3. Donc, c'était il n'y a encore pas si longtemps que ça. Et ouais, quand même. Je pense même que c'était à l'époque où il y avait Quentin Johnston qui devait jouer le wide receiver des Chargers. Je pense que c'était l'époque où il y était et on attendait beaucoup de lui.
Le quarterback était Max Duggan, je crois, qui en ce moment a été drafté, mais qui est QB qui est QB 2 ou 3e QB dans je ne sais plus quelle équipe, mais il ne joue pas, je crois, pour le moment. Je vais regarder ça, mais... Ok. Bah, pour le coup, Johnston, c'est pas non plus ce qu'on attendait. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ont des très bonnes carrières universitaires et que derrière, qu'ils ont un peu plus de mal à prouver, malheureusement. Ouais. Maxwell Duggan, du coup, voilà, qui était le quarterback il y a 2 ans quand ils ont été en finale, qui a été drafté par les Chargers et qui maintenant fait plutôt quelques bonnes saisons. Il a recommencé au Saint-Louis Battlehawks en UFL. Ok. Donc, effectivement, c'est le chemin attendu quand on n'arrive pas à faire son petit trou en NFL. C'est ça. Il me semble donc que la prochaine équipe, c'est Baylor. C'est ça, donc les Bears de Baylor qui ont été créés en 1899, donc aussi un très très vieux programme. Eux, ils jouent à Waco, donc c'est dans le nord du Texas, vraiment tout au nord du Texas, une ville de 146 000 habitants. Ils jouent au McLean Stadium, qui fait à peu près 45 000 places. Bon, un peu moins de palmarès, 10 titres de conférence, ce qui reste quand même pas trop mal, mais vu leur ancienneté, on pourrait effectivement se poser quelques questions. Ils ont été dans la Southwest Conference pendant très longtemps et aussi depuis 1996 dans la Big 12. Ils jouent quand même régulièrement les arbitres et les troubles faits dans la Big 12 depuis quelques années. Ça reste un programme qui est quand même très très solide en termes de recrutement et en termes de jeu. C'est très moderne, voilà, c'est vraiment ça joue plutôt bien, c'est toujours agréable de les voir jouer. Quelques noms connus, Santana Dodson et puis Terrell Bernard qui joue toujours en NFL en ce moment, donc ça reste un programme sérieux. Exactement. Et donc du coup, pour enchaîner au niveau du prochain programme, donc c'est les Houston Cougars. Houston qui du coup a la particularité d'accueillir du coup 2 programmes dans la même ville qu'on vous présentera par la suite. Eux, les Cougars, du coup, c'est la première équipe qui s'est installée ici parce qu'ils sont là depuis 1946. Leur stade, du coup, c'est le TD-ECU Stadium qui a une capacité de 40 000 places. Donc ça reste quand même plutôt correct, 40 000 places déjà. Au niveau des conférences, donc c'est à peu près le même parcours que les suivantes. Donc ils ont été d'abord à la conférence indépendante donc de 1960 à 1975. Ils ont rejoint la Southwest Conference où il y avait du coup un peu toutes les équipes du Texas, donc jusque dans les années 95. Ils ont ensuite enchaîné dans la conférence USA et l'American Athletic Conference jusqu'en 2022. Et là, ils sont en Big 12 depuis 2023. C'est un stade qui a été ouvert du coup en 2014 et qui a une très bonne acoustique au niveau du stade, une petite particularité. Malheureusement, donc c'est un programme qui n'a jamais été champion. Ils ont tout de même 11 titres de conférence, ça reste plutôt correct. Et c'est la même chose, les joueurs après, il n'y a pas énormément de joueurs marquants. Il y a des joueurs comme Andre Johnson, le wide receiver, et André Ware, le quarterback, qui ont fait un petit bout en NFL, mais aucun joueur du niveau qu'on a pu avoir les autres. Voilà, donc la suivante, c'est SMU. SMU, effectivement, donc les South Methodist University, donc qui est basée à Dallas, enfin en tout cas un petit peu à côté, pardon. Donc ils sont dans la banlieue de Dallas. Ils jouent Dallas, c'est 1,3 million de population, sans compter la grande périphérie, donc forcément il peut y avoir plusieurs universités connues. Un programme qui a été créé en 1915. Alors, il joue dans le stade Gerald G. Ford Stadium, alors à ne pas confondre avec le 38e président des États-Unis, qui s'appelait Gerald Rudolph Ford, et non pas G. Ford, là qui est un banquier, un avocat d'affaires. Alors, c'est un stade, là, c'est une université, par contre, qui a connu ses heures de gloire dans les années 80. Alors, on a 3 titres nationaux. Le premier qui est en 1935, et puis ils ont enchaîné un back-to-back en 1980 et 1982. Et puis le programme a été complètement
anéantis par des soucis de corruption dans les années 81. Donc, ils ont été relégués. Et puis, on sait très bien que dans le college football, la corruption, quand on est accusé et jugé de corruption, on n'est pas loin de la mise à mort d'un programme. Mais néanmoins, c'est un programme qui revient sur le devant de la scène maintenant, qui commence à compter de plus en plus. Et qui a produit et qui produira, je pense, pas mal de joueurs. On peut citer deux noms connus, mais qui sont un peu anciens, donc Eric Dickerson, qui était un running back, et puis Raymond Berry, qui était un receveur. Donc voilà, c'est une belle fac avec une belle histoire, malheureusement un peu entachée, mais comme beaucoup de facs, par des problématiques de règlement et de corruption. Mais qui revient sur le devant de la scène et qui, je pense, joue un football en plus agréable à regarder, avec beaucoup de passes, des passes profondes. C'est assez spectaculaire, en tout cas avec le coach qu'ils ont maintenant. Donc c'est vraiment sympathique. Et puis ils ont à cœur, je pense, de vouloir revenir sur le devant de la scène et de reconnaître un peu le faste des années 80. Exactement. On espère pour eux, en tout cas, mais je pense qu'ils sont sur le droit chemin parce que c'est de mieux en mieux chaque année. Et là, on attendra de voir ce que ça va donner la saison prochaine. Rosu, je pense que tu vas pouvoir enchaîner du coup pour le prochain programme qu'on va vous présenter. Allô, Rosu, tu nous entends? Ok, il y aura petit problème de micro. En attendant, je vais enchaîner du coup. Donc le prochain programme qui est UTCA Road Runners. Donc c'est un programme assez récent parce qu'il a vu le jour en 2011. C'est un programme qui est situé à San Antonio, qui est une ville dans le sud du Texas. Le stade s'appelle l'Alamodome. C'est un stade qui est couvert, petite particularité. Il fait au max 64 000 places. Donc c'est quand même sympa pour un gros programme qui a vu le jour en 2011. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que c'était un ancien stade NFL, qui est du coup maintenant utilisé par ce programme. Eux, du coup, ils ont commencé la conférence indépendante, donc en 2011, comme je vous l'ai dit, à la création de ce programme. Ils ont ensuite été donc en conférence USA jusqu'en 2022. Et là, ils sont donc du coup en conférence AAC depuis 2023. Donc, vous l'avez compris, étant donné que c'est un programme assez jeune, ils ont juste 2 types de conférences, donc des conférences un peu plus faibles, et ils n'ont pas vraiment de joueurs marquants qui ont pu passer par cette université. Alors, ils ont un joueur marquant qui a été drafté par les Saints, Marcus Davenport, qui nous a coûté 2 first round picks pour être blessé la plupart du temps. Donc, pas vraiment content de ça. Le Alamodome, il me semble qu'il avait servi aux Saints de backup au Superdome pendant l'épisode de Katrina. Oui. Et à noter que San Antonio, c'est quand même une ville assez importante, comme tu le disais. Ils ont l'équipe NBA, mais ils n'ont pas grand-chose d'autre. Et donc, c'est une ville qui s'est développée pas mal au début des années 2000, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dû vouloir se doter d'une équipe de college football aussi. Exactement. Tu vois, la connexion revient au meilleur des moments pour nous partager toutes ces petites infos. Donc, Bertrand, tu vas pouvoir enchaîner sur la prochaine. Oui, donc l'équipe de North Texas, donc les Mean Green, les méchants verts, si on peut traduire comme ça, programme qui a été créé en 1913. Donc là, c'est une équipe qui joue dans la ville de Denton, donc 165 000 habitants. Le stade, c'est l'Apogee Stadium qui fait 30 800 places. Bon, un programme ancien qui malheureusement n'a pas exceptionnellement brillé sur la scène nationale, mais qui néanmoins, à travers ces différents passages dans différentes conférences, a quand même remporté 25 titres de conférence. Donc ils ont commencé dans les années 90 vraiment dans une conférence, la Big West Southland. Voilà. Et après, ils sont passés dans la Sun Belt. Ensuite, ils sont passés dans la conférence USA. Et depuis 2023, ils sont dans la AAC.
donc qui reste une grosse conférence, enfin en tout cas une belle conférence, mais voilà, ça a du mal de passer le cap supérieur vu l'ancienneté et de briller sur la scène nationale. Ils ont un très beau stade, hein, du coup, qui est alimenté en énergie renouvelable. C'est quand même assez rare, surtout au Texas, de vouloir mettre l'écologie au cœur du projet. Donc, c'est assez intéressant de le mentionner. Voilà, c'est une équipe, voilà, leur nom me fait sourire, hein, les Mean Green, moi ça me fait rire. Voilà, ça me fait rire, donc je les apprécie, je regarde quelques matchs, et puis voilà, ils ont quelques joueurs des fois qui sortent du lot, mais qui malheureusement sur le côté NFL sont un peu plus avec un peu moins de médiatisation, donc sont pas trop mis en valeur, et puis ils n'ont pas forcément des matchs hyper relevés, donc pour briller et pour passer au niveau supérieur, c'est un peu plus compliqué. Bah, c'est sûr qu'en plus, malheureusement, les programmes qu'on est en train de vous présenter, vous l'avez compris, c'est des programmes qui sont un peu moins attirants, un peu moins structurés, un peu moins riches, un peu moins tout. Donc du coup, pour que des joueurs top niveau, comme on vous l'a présenté, les 4-5 étoiles qui viennent du lycée, c'est un peu plus compliqué pour ce genre de programme de pouvoir recruter. Mais donc du coup, Rosu, tu vas nous présenter donc le deuxième programme qui se situe à Houston, après les Cougars. Tout à fait, donc c'est Rice Owls et Ibu, qui date de 1912. Donc ils sont dans l'agglomération de Houston, donc on l'a dit 2 400 000, donc grosse agglomération. Un stade assez important malgré tout, hein, qui fait 47 000 places. Et il faut savoir que Houston, c'est une grosse ville pétrolière pour sortir du stade écolo de notre précédente équipe. Et Rice, par contre, c'est une université qui est très réputée sur le plan académique, un peu comme ce qu'est Vanderbilt en SEC. Donc des programmes qui jouent aussi au football, mais c'est pas non plus le cœur de leur barque. Mais grosse université académique, Rice. Et en termes de football, eux, ils étaient un peu comme pas mal des équipes du Texas en Southwest Conference, jusqu'en 95, ensuite un petit tour en WAC, un autre petit tour à partir de 2005 jusqu'en 2022 en conférence USA, et eux aussi ont rejoint les AAC depuis 2023, donc l'American Athletic Conference. Euh, un stade, leur stade, à noter, qui a accueilli un Super Bowl, un des premiers. Et aujourd'hui, bon, pas très rempli. Les Américains aiment les gagnants et Rice, c'est pas super niveau football. Néanmoins, dans leur histoire, ils ont quand même fait 8 titres de conférence, donc c'est déjà ça. Mais en ce moment, ils sont un petit peu à la peine. Exactement. Du coup, pour la suite, on va essayer d'un peu bref au niveau de ces programmes. Le suivant, Bertrand, du coup, c'est Texas State, il me semble. Oui, les Bobcats, programme par université qui a été créé en 1904, donc assez aussi historiquement assez importante. Bon, tout simplement, ils jouent dans la ville de San Marcos, 75 000 habitants, dans le stade qui très simplement se nomme le Bobcat Stadium, 30 000 places. Bon, ils ont une ambiance locale très solide, très suivie par la population locale. Le stade est quand même très régulièrement rempli, malgré les affiches qui ne sont pas forcément très alléchantes, mais il y a un beau support local. C'est un programme dont on parle un peu plus ces dernières années, parce qu'il commence aussi à avoir des joueurs intéressants qui y vont et faire quelques surprises. Bon, ils ont navigué aussi, hein, avant 2011, c'était une FCS, donc on peut dire la deuxième division du college football. Ils sont passés dans la WAC en 2012, et puis 2013, ils sont en Sunbelt. Bon, voilà, c'est à travers ces années, depuis 1904, pas vraiment aussi de palmarès, 14 titres de conférence. Bon, sur plus d'une centaine d'années d'existence, c'est pas des masses. Mais voilà, c'est un programme qui est en développement et qui peut-être les prochaines années pourra faire un peu plus parler de lui en tout cas. Exactement. Et donc du coup, pour conclure au niveau des programmes de première division au Texas, tu vas nous parler du dernier programme au Texas, Rosu. Ouais, tout à fait. Donc, UTEP Miners, 1914. Donc, UTEP, c'est comme UTSA, hein, c'est University of Texas at El Paso. Ils jouent au Sun Bowl Stadium, qui est un stade sympa de 46 000 places, dans la ville d'El Paso,
qui fait à peu près 700 000, donc c'est une ville déjà assez correcte, même aux États-Unis. Ils sont maintenant dans la conférence américaine depuis 2005, donc ça commence à faire assez longtemps. Avant, ils avaient fait un long passage en WAC aussi, de 1967 à 2004. Euh, voilà, un peu pas mal comme les équipes qu'on vient de citer. C'est un stade qui est assez haut. Il accueille le Sun Bowl tous les ans. Euh, mais en termes de l'équipe locale, pas vraiment de réussite, seulement 2 titres de conférence. C'est pas énorme, mais bon, là, voilà, le nom des Miners, ça fait un peu référence aussi à l'époque des chercheurs d'or dans cette partie du Texas. Donc, on verra si ils arrivent à trouver des pépites pour remettre l'équipe à l'endroit. Exactement. Donc voilà, on a essayé d'être assez bref et le plus précis possible pour vous présenter donc les différents programmes qui sont présents au Texas en première division. Une nouvelle fois, je vous le rappelle. À présent, donc on va vous présenter donc le second État, donc qui est l'État d'Oklahoma, donc qui est l'État qui est limitrophe avec l'État du Texas, où il existe une rivalité assez historique qu'on vous présentera par la suite. Comme pour l'État du Texas, on a un petit slogan pour vous montrer justement l'importance des rivalités. C'est dans l'Oklahoma, t'es soit rouge, soit orange, il n'y a pas de juste milieu. Donc rouge et orange en référence aux couleurs des deux programmes majeurs de cet État qu'on vous présentera également par la suite. Donc c'est un État, vous l'avez compris, le football est roi. L'Oklahoma, c'est un État rural qui est conservateur et donc du coup le football a une place très importante. Il y a peu d'équipes comparées justement à celle de l'État du Texas, où c'est là où il y a le plus de programmes. Ils n'ont que 2 programmes au niveau première division universitaire, mais 2 programmes avec un programme qui est historique, qui sont les Sooners d'Oklahoma, vous l'avez compris. Et c'est un peu comme le même principe qu'au Texas, donc l'université c'est souvent au cœur de la communauté. Les jours de match, c'est des événements majeurs au niveau local. Il y a, comme je vous l'ai dit, une rivalité historique entre ces deux universités, donc qui sont Oklahoma et Oklahoma State. C'est quand même une rivalité qui existe depuis plus de 100 ans et qui se joue chaque année. Donc c'est une des dernières grands duels entre intra-États, donc entre États, avec une vraie histoire derrière. Mais ça, mon ami Rosu vous présentera un peu plus en détail par la suite. Et au même titre que le Texas, donc c'est un fournisseur de stars. Pour le coup, malgré le fait qu'il y ait peu de programmes dans cet État, l'Oklahoma est quand même l'État qui produit le plus de joueurs en NFL par habitant. C'est quand même une info très importante. Et à l'image donc du Texas, les écoles secondaires, donc comme Jenks, Union, qui est Tulsa, et Big B, qui sont vraiment des machines à prospect et qui produisent énormément de joueurs 4-5 étoiles et qui sont envoyés un peu après dans tout le pays. Donc pour commencer... Juste pour préciser, peut-être pour nos auditeurs qui sont un peu moins férus de géographie, l'Oklahoma, c'est un État qui est donc complètement au milieu des États-Unis, c'est limitrophe du Texas, juste au-dessus du Texas en fait. Donc c'est 2 États qui vont un peu ensemble sur pas mal de sujets. Donc c'est pour ça qu'on les a regroupés aussi. Voilà. Donc, et qui adorent se détester. Et en plus, comme on verra par la suite. Et donc c'est pour ça on essaie de vous présenter des États qui sont limitrophes et justement qui montrent une certaine rivalité entre ces États qui sont parfois assez différents. Voilà, donc pour enchaîner, donc on va vous présenter les deux différents programmes qui sont présents en Oklahoma. Du coup, Bertrand, tu peux commencer pour le premier programme, pardon. C'est Rosu, normalement. Ah, c'est Rosu, pardon. Allez, allez, on a voulu me voler les Sooners de l'Oklahoma. Moi, je te les laisse volontiers. Bah, tu m'étonnes. Créé en 1885, dont qui grand rivaux de nos amis TAS, ce qui me présentait cette équipe. Ils jouent au Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium.
Donc autant dire que la Gaylord Family a dû faire un très gros chèque à l'université d'Oklahoma. Euh, c'est dans une assez petite ville, hein, malgré tout, qui est Norman, 128 000 habitants. Donc, on peut dire que les joueurs ont de quoi se concentrer sur leur football, qui n'ont pas trop de tentations en dehors. Et ce stade, donc Oklahoma Memorial Stadium, qui fait 80 000 places, ce qui pour le college football est assez euh, normal, hein, ça n'a rien d'exceptionnel, malgré, comme vous l'avez dit, le palmarès des Sooners, 7 titres nationaux, 50 titres de conférence. Ça, ça parle de soi-même. Ils ont un stade donc malgré tout très bruyant et qui est assez connu pour leur slogan un petit peu qui est Boomer Sooner. Euh, c'est voilà, une grande tradition là-bas. Une équipe qui joue en rouge, comme vous le savez. Euh, et donc qui s'oppose à l'autre équipe majeure de l'Oklahoma qui eux, joue en orange. Je l'évoquais tout à l'heure et qui Franck va nous présenter. Exactement. Et oui, donc les Cowboys d'Oklahoma State, hein, qui est un programme qui est né en 1901, qui joue dans la ville de Stillwater, donc 50 000 habitants, et qui joue dans un stade qui s'appelle le Boone Pickens Stadium et qui fait 55 500 places. Donc voilà, ça veut dire que quand ça joue à guichet fermé, eh ben, soit toute la ville est au stade, soit on Il y a double les la voisins qui population de la viennent. ville. Voilà. Donc c'est quand même voilà, c'est assez révélateur de la place que peut prendre le college football et l'université dans les villes. Hein. C'est vraiment il y a cette culture de supporter le local et de supporter sa fac du coin. Enfin voilà, c'est vraiment important et les Cowboys d'Oklahoma State en font partie. Et puis en plus voilà, ils ont un stade qui est connu pour une ambiance très très importante avec une excellente acoustique. Ils ont été rénovés en plus il y a pas très longtemps. Et puis, ils sont aussi très connus dans le stade pour leur marching band qui s'appelle le Paddle People, qui est aussi très connu voilà, pour faire beaucoup de bruit et qui peut déranger beaucoup les attaques adverses notamment. Un programme qui a aussi a brillé avec un titre national en 1945. Alors, ça date un petit peu. 11 titres de conférence, ce qui est quand même pas rien, a produit des joueurs très connus, dont Barry Sanders, un running back dans son état, qui a quand même fait la gloire et du college football et de la NFL. Sherman Thomas aussi, qui est aussi connu pour ça, et puis pour les plus jeunes, mais qui l'ont peut-être connu chez les Cowboys, Dez Bryant, hein, qui a été aussi un receveur assez talentueux. Bon, voilà, un programme qui malheureusement l'année dernière a été un peu en perte de vitesse, hein, parce qu'ils ont eu une victoire et puis tout le reste des défaites, donc une saison catastrophique. Donc on espère que Mike Gundy, leur coach, leur head coach, va pouvoir redresser la barre rapidement, parce que c'est quand même un programme historique et on a besoin que les programmes historiques soient sur le devant de la scène en college football. C'est important. Exactement, on est tout à fait d'accord. Et C'est pas du tout impossible parce qu'ils ont je crois qu'ils ont parmi leurs boosters, un milliardaire du pétrole qui justement a participé à la rénovation du stade, etc. Ils avaient connu une période assez faste il y a quelques années de ça, donc pas impossible que ça remonte la barre. Oui, on leur souhaite en tout cas. Plus qu'aux Sooners. Exactement. Même pour l'importance de cette rivalité, et ce serait cool que cette équipe revienne un peu sur le devant de la scène. C'est toujours intéressant pour cet état de l'Oklahoma. Et pour conclure ce nouvel tour aux U, qui va nous parler du dernier programme qu'on va présenter. Tout à fait, donc celui-là un peu plus limité, en tout cas un peu moins connu, c'est Tulsa Golden Hurricane. Donc ça fait référence un peu aux couloirs de tornades qui sont dans l'Oklahoma, qui eux évoluent au Chapman Stadium, qui fait 30 000 places, donc c'est assez réduit. Ils sont dans une ville qui est malgré tout assez importante pour l'Oklahoma, qui est Tulsa, qui fait pas loin de 400 000 habitants. Et depuis 2014, donc ils évoluent dans la AAC, la conférence américaine. Là aussi avec pas forcément de palmarès tonitruant. Ils ont quand même eu quelques bons joueurs récemment qui sont allés faire du bien en NFL. Donc je pense à Zaven Collins, le linebacker d'Arizona, ou Tyler Smith qui est dans la O-line des Cowboys.
Donc voilà, tous les programmes, même s'ils sont petits, en général, ils arrivent à produire de temps en temps au moins un ou deux joueurs. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un œil partout. Maintenant, avec les transferts, c'est un peu moins c'est peut-être un peu moins le cas puisqu'ils vont transférer plutôt dans des gros programmes, mais par le passé, voilà, il y avait des joueurs qui sortaient de toute cette petite fac et qui arrivaient à faire leur place en NFL. Exactement. Donc merci pour cette présentation. Donc là, on a fait le tour au niveau des programmes qui sont présents donc, dans ces deux États. Et donc pour continuer, donc comme je vous l'ai dit, on va vous présenter trois grosses rivalités. Moi, je vais commencer par vous présenter la rivalité du coup entre ces deux États, donc qui est représentée par les Texas Longhorns et donc vous l'avez compris les Oklahoma Sooners. Donc cette rivalité qui est appelée le Red River Rivalry. Encore une fois, petite phrase d'accroche, j'ai envie de dire, au niveau de cette rivalité. Donc Texas vs Oklahoma, c'est pas juste un match, c'est un combat de territoire, d'ego et d'héritage, et tout se joue au cœur du Texas, sous la grande roue du Stade Fair, dont je vous présenterai par la suite, donc qui est la foire d'État au Texas. Donc au niveau des informations au général de cette rivalité, donc il se joue à Dallas, donc au Cotton Bowl, la ville de Dallas du coup qui est à mi-chemin entre donc Austin qui est la ville des Longhorns et Norman qu'on vous a présenté juste avant qui est la ville des Sooners. Donc c'est un match qui est, comme vous l'avez compris, joué chaque année sur terrain neutre, donc à Dallas, pendant la foire d'État du Texas. Donc ils ont vraiment choisi leur moment pour mettre cette grosse rivalité. Donc ce match est joué chaque année en octobre. Donc généralement, c'est le deuxième samedi du mois d'octobre. Donc vraiment en plein cœur de la saison NCAA, ce qui fait que souvent ce match a une importance au niveau de la course au playoff. Donc comme je vous l'ai présenté un peu, donc, et comme vous l'avez compris, ce n'est pas une simple rivalité, c'est vraiment un événement culturel et régional majeur du fait que ce soit deux États qui soient qui sont limitrophes, et également donc culturel qui se joue pendant la foire d'État du Texas. Voilà. Donc, pour essayer de vous expliquer pourquoi cette rivalité est si forte et si importante, pour commencer, comme on vous l'a dit un peu plus tôt dans ce podcast, c'est deux programmes historiques. Les deux universités font partie des plus titrées de l'histoire de la NCAA, donc les Longhorns qui ont 4 titres nationaux et les Sooners qui en ont 7. Il y a plus de 100 ans de confrontation entre ces deux équipes. Il faut savoir que le premier match s'est joué en 1900, vous imaginez, donc on est quand même en 2025. Et donc, il y a, ça je vous présenterai par la suite, mais il y a des légendes qui sont passées par là, comme Earl Campbell, Vince Young, Baker Mayfield, Adrian Peterson, etc. Un autre point qui est important également, c'est au niveau géopolitique et au niveau de cette fierté régionale. Donc, comme je vous l'ai dit, l'Oklahoma, qui est un État rural, il y a une grosse rivalité du coup entre ces deux populations, donc qui est souvent opposée culturellement et historiquement. La Red River, donc vous l'avez compris en français, qui est la rivière rouge. Donc ce nom est donné parce que ça marque vraiment la frontière entre ces deux États. Et également à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de recrues que les deux écoles proviennent donc du Texas. Et c'est ce qui renforce l'attention un peu sur le terrain et en dehors. Au niveau des différents points, donc évidemment, il y a des enjeux qui sont souvent énormes. Comme je vous l'ai dit, le vainqueur de ce match, étant donné en plus au vu qu'il est vraiment au milieu de la saison, il est souvent en litre pour le titre de conférence. Donc ça, c'était le cas quand ils étaient tous les deux en Big 12 jusqu'en 2023. Désormais, ils sont tous les deux en SEC. Et donc c'est ce qui peut jouer aussi parfois. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est souvent un match entre deux équipes qui sont soit dans le top 10 du pays, soit voire même dans le top 5. C'est pour dire, depuis 1936, il y a eu 11 confrontations entre ces deux équipes, où ces deux équipes étaient classées dans le top 5 du pays. Donc ça montre que c'est vraiment deux grosses universités et une très très grosse rivalité avec deux équipes qui sont vraiment majeures. Et comme je vous l'ai dit par la suite, donc c'est parfois déterminant du coup pour accéder aux playoffs ou à un bowl majeur.
évidemment, ce qui suit souvent avec le college football, c'est qu'il y a une ambiance unique. Ce match, c'est vraiment un stade qui est coupé en deux. Vous l'avez compris, avec la moitié rouge pour les Sooners, la moitié orange pour les Longhorns. Donc c'est souvent une foule très bruyante avec des traditions très importantes et un peu comme vous l'a expliqué Bertrand lors des matchs des Longhorns, là une nouvelle fois il y a vraiment un tollgate qui est au cœur de la foire de l'État. Et donc pas mal de gens qui chantent, qui crient, des costumes, des drapeaux géants. On essaie vraiment de montrer un peu son appartenance pour l'université, donc pour l'État. Et donc petite info qui est importante, vous l'avez peut-être déjà vu, mais le trophée est également un trophée symbolique parce que le vainqueur remporte, en plus de remporter ce match, donc le Golden Eight Trophy. Donc ce Golden Eight Trophy, donc qui est un chapeau doré qui est conservé du coup toute la saison jusqu'à la rencontre suivante, donc la saison prochaine. Donc également, comme je vous l'ai dit, au niveau des joueurs marquants en NFL, donc qui ont eu l'opportunité de disputer ce match, donc qui étaient soit au Texas, soit l'Oklahoma, je vais sélectionner quelques joueurs à vous présenter, donc en commençant par les Longhorns. Donc il y a eu évidemment deux très gros running backs. Donc le premier, Earl Campbell, qui a tout de même été Iceman en 1977, et Ricky Williams, qui lui a été Iceman également en 1998. Le quarterback Vince Young, que je vous ai parlé plus tôt, donc qui a été rookie offensif de la NFL en 2006. Colt McCoy également, quarterback qui lui détient pour l'instant toujours le record du meilleur passeur en nombre de yards pour l'Université du Texas. Et un joueur encore actuel, Justin Tucker, qui est actuellement le kicker des Ravens et qui est annoncé potentiellement comme le meilleur kicker de l'histoire de la NFL. C'est encore à débattre, mais en tout cas, c'est un trophée qui mérite. Au niveau de l'Oklahoma, donc des joueurs qui sont passés par là, donc on a Adrian Peterson, le running back, donc qui était MVP de la saison avec les Vikings en 2012 et qui est potentiellement un futur Hall of Famer. Le quarterback Sam Bradford, qui lui a eu l'Iceman Trophy en 2008. Et derrière, on sait que cette université qui forme énormément de très bons quarterbacks. Donc on a eu Baker Mayfield, qui a été également Iceman en 2017, et juste derrière, qui était son second avant et qui a récupéré le poste de numéro 1, Kyler Murray, qui est maintenant du côté des Cardinals, qui a été Iceman l'année suivante en 2018. Et pour citer un dernier joueur, donc on a le O-line Trent Williams, qui est du côté des 49ers, qui est également passé par cette université et qui est, pour rappel, quand même 11 fois Pro Bowler. Ça reste un des tout meilleurs O-line de la NFL. Au niveau du bilan entre ces deux équipes, ça montre aussi un bilan assez proche. Les Longhorns sont 64 victoires et Oklahoma en ont 51. Donc évidemment, c'est les Longhorns qui sont les patrons pour le moment de cette rivalité, avec à noter donc 5 matchs nuls. C'était souvent, pour séparer en deux, c'était avant les années 2000 où Texas dominait vraiment avec 55 victoires contre 34 pour l'Oklahoma, et depuis les années 2000 où c'était un peu mieux pour Oklahoma, où là il y avait un petit avantage de 17 victoires pour eux contre 9 victoires pour les Longhorns. Et, au niveau des petites stats un peu comme ça importantes pour essayer de finaliser rapidement sur cette rivalité, donc c'est Texas qui détient le record de victoires d'affilée, donc ils en ont 2. Et donc le record, c'est 8 victoires d'affilée. Donc ils ont un premier record donc, de 1940 à 1947. Et le second qui est de 1958 à 1965. Donc vous l'avez compris, qui c'est pas très récent. Et au niveau des plus grandes victoires, que ce soit pour l'Oklahoma, donc c'est eux qui ont la plus large victoire de l'histoire de cette série, donc qui ont gagné 65-13 en 2003. Avec un différentiel de plus 52. Et donc, du côté de Texas, eux, leur plus gros écart, donc c'est le deuxième plus gros écart, donc c'est 49-0, un peu plus récent, donc en 2022. Et on espère donc, pour ce prochain affrontement qui aura lieu donc le 11 octobre à Dallas, une très grosse victoire pour les Longhorns. Voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter un petit truc sur la rivalité ou si on peut passer directement
à la suivante. En tant que supporter inconditionnel de Texas, mais c'est pareil pour les Sooners, hein, c'est clairement le match à ne pas perdre de la saison. On peut faire une saison pourrie, tant que ce match-là est gagné, ça reste une saison sauvée, voilà, clairement. Donc c'est pour les Sooners, hein, c'est pareil, c'est vraiment le match à ne pas rater. C'est vraiment et puis il y a toujours voilà une ambiance de fou à regarder. C'est suivi par les télévisions nationales. C'est un des matchs les plus regardés au niveau national aussi. Donc si vous avez vraiment, si vous voulez prendre la quintessence du college football, c'est un des matchs à ne pas rater de l'année, une des plus grosses rivalités à ne pas rater de l'année, avec ce côté de je t'aime moi non plus, parce que les relations entre les Longhorns et les Sooners sont toujours fait de haine, mais en même temps fait aussi de collaboration. Hein. Ils partent en SEC en même temps. Enfin, c'est des choses qui sont faites comme ça. Donc, c'est deux programmes qui sont intimement liés, mais qui adorent se détester et qu'on adore se détester parce que moi, je sais que personnellement, c'est le premier match que je coche dans la saison où je dis à tout le monde ne me parlez pas ce week-end-là, ne prévoyez pas de soirée, ne prévoyez pas de mariage ou ce que vous voulez. Je ne suis pas présent. Je regarde ce match-là, peu importe l'heure à laquelle il se passe. Exactement. Et même si par moment, donc nous, du Texas, on n'a pas été très très bon pendant quand même une bonne paire d'années, quand c'était justement le bon moment d'Oklahoma, et là inversement, Oklahoma est un peu moins bien, ça reste quand même un match qui est attendu et qui a envie d'être gagné. Même si l'équipe fait une saison un peu médiocre, ils vont essayer d'aller chercher ce match pour vraiment montrer que c'est eux qui ont battu cette rivalité. Oui, c'est un match dans lequel il peut se passer n'importe quoi, Exactement. peu importe le classement. Il y a plein d'exemples dans la série où parfois c'est les Sooners qui étaient classés dans le top 5 et qui se font upset, donc ils perdent contre un Texas qui est pas en bon point, et inversement parfois un Texas qui est dans le haut du tableau, qui joue sur le rang national, et puis des Sooners qui sont en fond de classement du top 25, voire pas du tout, et qui arrivent à battre quand même les Longhorns. C'est vraiment un match. Voilà, si on voulait faire un parallèle footballistique en France, on est proche d'un PSG-OM au niveau soccer en France, avec cette même haine et oui, il peut se passer n'importe quoi dans le match parce que historiquement, c'est pas un derby comme on l'entend parce qu'ils sont pas proches l'un de l'autre, mais c'est une rivalité qui se rapproche d'un OM PSG qu'on peut connaître chez nous. Exactement. Voilà, donc j'espère qu'on a été clair sur cette première rivalité, donc cette rivalité entre États, ce qui représente vraiment le duel entre Texas et Oklahoma. Pour la seconde rivalité qu'on va vous présenter, donc c'est toi, Rosu, qui nous présenter cette rivalité dans l'État de l'Oklahoma. Tout à fait. Donc là, on peut vraiment parler de derby dans ce qu'ils appellent les Bedlam Series entre Oklahoma et Oklahoma State. C'est une rivalité qui a débuté en 1904. Donc c'est pas tout jeune. Ça avait débuté d'ailleurs par une victoire d'Oklahoma 75-0. Donc quand même une grosse claque pour commencer. Et ça reste depuis lors la plus grande marge qu'on a vue dans cette série. En même temps, une deuxième comme ça, je pense que le programme met la clé sous la porte. Voilà. Depuis 1910, donc toutes les équipes s'affrontent tous les ans, soit à Norman, soit à Stillwater, donc chez l'un ou chez l'autre. Il n'y a pas de terrain neutre comme ça peut être le cas pour la rivalité précédente. Le terme de Bedlam, lui, il vient du mot, il veut dire un petit peu de désordre, donc ça reflète bien l'intensité des matchs. Je pense aussi l'intensité des supporters dans tout ce qui est autour du match. Du coup, c'est un match qui est majeur pour l'Oklahoma. Hein. Les Cowboys, eux, c'est plus le côté un peu rural de l'Oklahoma, alors que les Sooners, c'est plutôt l'urbanisation, l'excellence. Donc c'est un peu aussi deux communautés qui s'affrontent. C'est un petit peu la même chose hein, dans toutes les familles d'Oklahoma. Voilà, toutes les villes d'Oklahoma, il y a les uns, il y a les autres. Comme disait Bertrand, un peu le PSG-OM. Ça fait parler beaucoup dans l'Oklahoma. Donc on l'a dit, des grosses ambiances à chaque fois.
Donc, par exemple, à Stillwater, les supporters ils brandissent des pagaies orange et blanche aux couleurs de l'université. Ils ont une mascotte aussi qui est assez rigolote qui s'appelle Pistol Pete, donc avec un grand chapeau, des grandes moustaches, euh, qui est assez sympa aussi. Et voilà, il y a des anecdotes comme dans toutes ces grandes rivalités. Voilà, on parle par exemple d'un empoisonnement au laxatif des joueurs d'Oklahoma avant le match de 1954. Donc c'est le genre de petites choses voilà, qui apportent un peu de piment à ce genre de derby. Bon, malheureusement, on peut quand même noter que Oklahoma domine largement la série avec 91 victoires, 20 défaites et bon, 7 matchs nuls. Donc, il y a pas photo en termes de palmarès. On l'a dit tout à l'heure quand on a présenté les équipes de l'État. Grosse différence, hein. De toute façon, c'est dur de rivaliser avec Oklahoma, que ce soit pour n'importe qui. Et voilà, en termes de joueurs ayant participé, tu l'avais mentionné, on l'avait mentionné un petit peu avant, mais voilà, Baker Mayfield, qui a par exemple réussi à lancer pour 598 yards et 5 TD dans ce match. Euh, Kyler Murray, la même chose. Landry Jones, quarterback un peu plus vieux, qui lui avait fait 468 yards en 2010, 500 yards en 2012. Donc lui, je pense qu'il il s'est pas fait des amis du côté des Cowboys. Et voilà. Euh, dans les Cowboys, justement, donc Barry Sanders, on l'a évoqué, Thurman Thomas, qui étaient des gros running backs. Et plus récemment, en termes de quarterback, on a par exemple eu Mason Rudolph, euh, qui était justement face à Baker Mayfield et qui, dans le même match où Baker Mayfield avait lancé pour 598 yards, c'était bien défendu puisqu'il avait lui-même fait 448 yards et 5 TD. Donc c'était un match euh, qui restera un petit peu dans la légende. Et puis on attendait beaucoup de Ollie Gordon the second. Récemment à Oklahoma State. Il s'est un peu effondré l'année dernière alors qu'on attendait Iceman, donc voilà, il s'est effondré un peu avec l'autre partie de l'équipe, mais voilà, toujours des gros joueurs quand même de part et d'autre et des matchs somme toute intéressants, même si Oklahoma a largement voilà, dominé cette série jusqu'à maintenant. Euh, donc voilà, dans les moments un peu emblématiques, il y avait eu notamment un retour de putt de Tyreek Hill en 2014, donc le receveur super rapide. Que tout le monde connaît en NFL. Et voilà, juste pour préciser sur le duel Mayfield-Mason Rudolph, le score final avait été de 62-52 pour Oklahoma. Donc autant dire que c'était bien d'avoir payé son billet pour aller voir, pour aller voir ce match-là. Sauf si on est fan de défense. Et par contre, ce qu'il faut noter, voilà, ce qui est un peu moins le cas Oui. généralement. Ce qu'il faut noter, par contre, c'est que cette rivalité, elle est un petit peu dans le dur en ce moment à cause du départ d'Oklahoma pour la SEC. Euh, Parce que du coup, cette rivalité, donc, qui datait de 1910, tous les ans, c'est pas joué l'année dernière. Et c'est pas prévu qu'elle soit rejouée dans les années prochaines. A priori, pour l'instant, il n'y a rien de prévu avant au moins 2031. Et donc, on sait pas ce que ça va devenir. On va voir un peu l'évolution aussi d'Oklahoma State. Mais c'est vrai que, par exemple, pour une équipe comme Oklahoma State, avoir un match de ce calibre tous les ans, bon, d'accord, ils peuvent le perdre, mais malgré tout, ça apporte voilà, Une une grosse visibilité, lumière ouais. sur l'université, une grosse Exactement. visibilité. Et c'est vrai que le perdre, voilà, ça fait pas forcément les affaires d'Oklahoma State. Bon, Oklahoma, je me fais un peu moins de soucis Mm. pour eux. Mais voilà, puis ça restait quand même une des rivalités majeures du college football, donc c'est un peu dommage et on espère voilà, que les réalignements de conférences ne vont pas complètement tuer cette belle série des Bedlam. Exactement. Parfait. Merci beaucoup, Rosu, pour cette présentation. Et donc, du coup, toi, Bertrand, tu vas nous présenter donc, la troisième rivalité qu'on a décidé de mettre en avant. Donc, c'est une nouvelle rivalité des Longhorns, qui est donc, du coup, dans cet état du Texas. Oui, et donc rivalité entre les Aggies et les Longhorns, donc Texas A&M contre Texas. Premier match qui a eu lieu en 1894, donc
voilà, on est sur une rivalité qui est quand même extrêmement longue. Deux équipes qui se trouvent, enfin deux villes en tout cas qui se trouvent à 180 km de distance. Donc on est clairement dans ce qu'on appelle un derby. Et puis on est dans ce match, dans cette rivalité avec les deux universités les plus anciennes du Texas, comme on vous l'a dit tout à l'heure, A&M qui était donc établi en 1894 et puis Texas qui a été créé en 1893. La rivalité prend le nom du Lone Star Showdown. Donc, la Lone Star, c'est la fameuse étoile blanche unique sur le drapeau du Texas. Et donc, ça prend ce nom en 1996. Alors, depuis 1894, les équipes se sont affrontées quasiment toutes les ans, et toutes les années, pardon. Et puis, ça a pris fin en 2012 quand Texas A&M a rejoint la ACC. Le match reprend, voilà, la rivalité reprend l'année dernière, en 2024, après 13 ans d'absence, du coup, avec l'arrivée de Texas, des Longhorns en ACC. Mais voilà, pour reprendre un petit peu le contexte aussi de cette rivalité, pour la remise en place de cette rivalité, les premiers contacts ont été repris à la demande de l'Université de Texas en 2017, et notamment avec deux faits marquants. Le premier, c'était il y a eu un référendum, c'est-à-dire pour vous montrer à quel point cette rivalité prend de la place dans l'université, un référendum auprès des étudiants de l'Université de Texas, donc à Austin, qui ont répondu oui à 97% pour le retour des matchs entre les deux programmes. Et donc l'arrivée après en décembre du directeur athlétique Chris Del Conte, qui est arrivé à Austin, qui lui a annoncé tout de suite qu'il voulait reprendre cette rivalité, ce qui a été repoussé un petit peu par A&M parce qu'ils avaient d'autres choses à faire, et puis sous prétexte que leur calendrier en SEC à ce moment-là n'offrait pas la possibilité de caler ce match. Ça a même pris une tournure politique, parce qu'au Texas, il y a un des élus de la Chambre des représentants qui a même voulu proposer une loi, carrément, faire voter une loi pour remettre en place le match. Bon, loi qui n'aboutira pas, qui ira mourir en commission, mais qui néanmoins aura le soutien du gouverneur du Texas, qui est toujours le même d'ailleurs, qui s'appelle Greg Abbott, et qui du coup lui a pris après son bâton de pèlerin pour renouer les liens entre les deux universités, et du coup qui a fini par réussir à remettre cette rivalité. Rivalité qui clairement désigne le roi du Texas, parce que voilà, on est sur les deux plus vieux programmes. C'est un match qui traditionnellement se joue à Thanksgiving, donc qui est un des jours fériés aux États-Unis. Il n'y en a quand même pas beaucoup, mais du coup c'est un des plus importants, je pense, avec la fête de l'indépendance qui a lieu le 4 juillet. Donc le choix de la date est pas anodin, parce que ça permet à tous les supporters, en tout cas aux deux villes, d'être un jour férié, donc de pouvoir suivre le match, ou en tout cas de pouvoir se rendre au match à chaque fois. Sachant que le match ne se joue pas sur un autre terrain que celui des deux universités, même si on a noté un peu une tentative au début des années 1900 jusqu'à 1910 de jouer sur des terrains neutres. Voilà, ça a été joué à San Antonio, Houston et Dallas. Il y a quelques matchs, mais ça n'a pas eu l'effet escompté en termes de popularité. Donc les deux équipes sont revenues chacun à tour de rôle chez l'un et l'autre. Au vu de la taille des stades, dans tous les cas, qui font tous les deux plus de 100 000, c'est plus intéressant de le faire dans un de ces deux stades qu'un stade beaucoup plus petit de cette état, quoi. Ça ramène aussi beaucoup plus d'argent, ce qui est quand même assez important. Et puis voilà, on est vraiment entre deux universités qui se haïssent. D'ailleurs, les matchs précédents, la semaine des matchs précédents, et on appelle ça la 8 Week, et les fraternités, les fraternités des deux universités s'affrontent, se font des coups bas. Et le dernier en date, l'année dernière, qui n'est pas forcément très glorieux pour Texas A&M et les Aggies, parce qu'ils ont kidnappé un Longhorns, donc vous savez, les grandes vaches avec les grandes cornes, qui est sur le logo de Texas, et du coup ils l'ont mis à mort devant une des fraternités de College Station. Donc c'est pas très malin, mais voilà, ça vous montre à quel point la rivalité prend de la place. Et puis à noter aussi, dans les deux champs de guerre des facs, chacune mentionne l'autre université en leur disant goodbye dans le champ. Donc ça montre bien à quel point les deux programmes se haïssent, et en même temps
se monopolisent mentalement l'un et l'autre, parce que du coup, pour que chacun, l'une et l'autre, soit mentionné dans les champs de guerre, c'est que ça prend quand même beaucoup de place. En termes de statistiques, bon, 119 confrontations en tout entre les deux universités, une domination sans contestation possible de la part des Longhorns, qui ont fait 77 victoires donc pour les Longhorns contre 37 pour les Aggies, 5 matchs nuls. Donc, ce qui vaut d'ailleurs le petit sobriquet de la part des aficionados des Longhorns qui appellent les Aggies Little Brother, donc petit frère. Donc, pour bien montrer un petit peu aussi la condescendance, sinon c'est pas drôle. En termes d'écart de victoire, Texas avait gagné en 1898, donc quasiment au premier avec 48 points d'écart. Et puis A&M du coup a eu sa plus grosse victoire avec la plus grosse marge un peu plus récemment en 1985 avec 32 points d'écart. Les joueurs marquants pour Texas, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Et puis pour les Aggies, il y a deux particulièrement qui, pour les personnes qui suivent la NFL, vont vous parler un petit peu plus. Il y a Dan Campbell, qui est aujourd'hui un entraîneur connu des Lions de Détroit. Et puis on a Von Miller, qui est toujours en activité, qui a fait les grands jours des Broncos, un petit peu des Bills, et qui, je crois, a signé aux Commanders ces derniers temps. Des moments mémorables, forcément, c'est des matchs toujours très emblématiques. Mais malgré la haine, il y a quand même un match qui a été particulièrement marquant, qui était en 99. Alors voilà, dans les traditions, quand le match se joue à College Station, souvent ils font un espèce de feu de joie avec une construction en bois qui peut atteindre des dizaines de mètres de haut. Et malheureusement, il y a eu un tragique accident en 99 avant le match où il y a eu 12 morts et 27 blessés. Néanmoins, et c'est là aussi que c'est important de noter l'importance du match. Malgré cela, le match n'a pas été reporté. Le match a quand même eu lieu. Et voilà, les deux camps, au lieu de se faire la guerre et de faire des provocations, et ben voilà, l'orchestre, en tout cas de Texas, à la mi-temps, a joué deux chansons, en hommage aux victimes. Et sortira en enlevant leur traditionnel chapeau orange en signe d'hommage, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire à part pour ce match-là. Et de la même manière, normalement, traditionnellement, quand le marching band de Texas est sur le terrain, les supporters de A&M s'assoient. Donc, quand ça joue à College Station, c'est quasiment 90 000 personnes qui s'assoient d'un coup et qui sont silencieux. Et là, tout le monde est resté debout. Donc, c'est pour dire que c'est quand même, ils arrivent quand même, mine de rien, dans les moments un peu dramatiques, à mettre cette rivalité de côté et à se rendre hommage. Et aussi le dernier match là un petit peu plus sympathique, le dernier match qu'il y avait eu en 2011, ça avait été une victoire très très serrée de la part de Texas, où ils avaient gagné sur un field goal qu'on a cité de Justin Tucker, qui en ce moment est un peu au cœur de troubles et de polémiques, mais qui en tout cas à l'époque avait marqué et avait fini la série jusqu'en 2011, par gagner d'un petit point sur les dernières secondes de le match. Donc forcément, avec les scènes de liesse, ça se jouait à College Station en plus, donc forcément ça a eu un impact sur le programme, sur les deux programmes, assez important. Et puis ce qu'on peut dire du coup pour l'avenir de la rivalité, c'est que elle a repris en 2024 avec l'arrivée de Texas en SEC. Maintenant, ça va être programmé comme un match de conférence. Et surtout là, ce qui est assez intéressant, c'est que les deux universités, avec le board de la SEC, rediscutent pour que le match se rejoue à Thanksgiving, pour redynamiser un petit peu cette rivalité historique qui existe, je le rappelle, depuis 1894. Exactement. Et donc, du coup, pour les Longhorns, ça fera 2 matchs de rivalité, donc la saison prochaine, face à l'Oklahoma et face à Texas A&M. Donc, pour certains, on avait un calendrier facile. C'est quand même pas mal d'avoir 2 gros matchs comme ça de rivalité, quand c'est l'importance qu'ils ont pour les différents programmes. Et même si l'équipe est un peu moins bien, ça restera 2 très beaux matchs à voir. Donc voilà, vous l'avez compris, donc ce podcast va toucher à sa fin. On a essayé d'être le plus précis possible au niveau de la présentation donc de cette rivalité entre ces 2 très gros États du football américain aux États-Unis. N'hésitez pas à réagir à ce premier podcast, comme c'est un nouveau
sujets qu'on a essayé de mettre en place, tout est perfectible une nouvelle fois. On est à l'écoute de tous les conseils que vous pouvez nous donner pour s'améliorer à ce niveau-là. Là, du coup, on en a encore 3 à vous présenter, donc on va en faire un par semaine qui sortira tous les vendredis matin comme les autres. Comme ça, on vous tiendra en haleine jusqu'au début de saison qui sera donc aux alentours du 28 août, il me semble. Pour la semaine prochaine, je vous le dis directement, on vous présentera donc la rivalité entre l'État de la Caroline et l'État de la Géorgie. Voilà. Et il me semble que ce sera avec mon ami Rosu, parce que toi, Bertrand, tu seras en vacances, c'est bien ça? C'est exactement ça. Alors, je tenterai d'essayer de me connecter sur mon lieu Quand de même. vacances pour voir, mais voilà, potentiellement, je serai absent. Voilà. Merci à toi, du coup. Et vous pourrez remercier Bertrand d'essayer d'être présent pour vous présenter ce prochain duel entre États. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon quand vous écoutez votre podcast. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut tout le monde.